On abordera sur chacune des dimensions de la méthanisation, que ce soit sur la préparation des intrants, sur la performance des unités. Et donc autour de nous des constructeurs, de la maîtrise d'œuvre. Et puis aussi en Hauts-de-France, sur cette animation de la méthanisation, un certain nombre d'organismes et beaucoup de structurations pour faire émerger les projets de méthanisation. Donc tout d'abord, je vais lancer la première question. La première question à destination de ceux qui interviennent sur les projets, tant sur la biologie, sur le matériel, en leur posant la question. Alors tout d'abord, je vais leur demander de se présenter. Et puis moi, j'aurais pu le faire en un premier temps, donc je ne me suis pas présenté. Donc je suis Thierry Daniel, je suis délégué Nord-Est de GRTgaz, donc région Hauts-de-France et région Grand Est. Donc pour cette première question, je vais me tourner vers tout d'abord la Chambre d'agriculture, vers Arnaud Etienne, en lui posant la question tout d'abord de se présenter, mais je pense qu'il est bien connu, et puis aussi quand il est au contact de porteurs de projets de méthanisation, quelles sont les attentes des porteurs de projets sur ce sujet. Arnaud, je te passe la parole. Bien, merci Thierry. Bonjour à toutes et tous. Arnaud Etienne, donc référent méthanisation pour les chambres d'agriculture des Hauts-de-France. Et donc partenaire, bien sûr, si on peut dire privilégié de cette filière. En tout cas au carrefour de beaucoup d'informations. Sur le sujet de l'innovation, effectivement, aujourd'hui, je dirais il y a deux aspects. Il y a l'aspect process sur lequel je pense beaucoup de chemin a déjà été fait. Quand je parle process, c'est process méthanisation, mais aussi process épuration, puisqu'aujourd'hui on est là pour parler essentiellement du biométhane. Mais moi j'ai noté, alors pour lancer je dirais les discussions, moi j'ai noté 4 sujets sur lesquels aujourd'hui nous sommes régulièrement interrogés ou des fois interpellés même, je dirais, par ce qu'on peut voir. J'ai noté d'abord le sujet du digestat et du séparateur de phase. Alors désolé, je vais être tout de suite très concret. Effectivement, aujourd'hui, on a des projets qui sont de plus en plus importants, avec des quantités de digestat à valoriser qui sont importantes. On parle aujourd'hui souvent de 20, 25, voire 30 000 m3 de digestat à épandre par an. Certains porteurs de projets font le choix de ce qu'on appelle la séparation de phase, c'est-à-dire avoir une phase solide, une phase liquide. Le constat que j'en fais, vu de ma fenêtre chambre d'agriculture, c'est que le séparateur de phase est quand même un outil délicat à manier dans le temps. Aujourd'hui, je vois des choses sur des séparations plus poussées qui permettraient d'arriver à des phases très liquides, avoir une quantité solide plus importante. Bref, je pense qu'il y a sûrement encore là pour moi aujourd'hui un sujet de travail, parce qu'on sait que transporter du liquide, ça n'est pertinent à aucun niveau. Et donc peut-être demain avoir des outils, des équipements qui permettent d'avoir des quantités de digestat solide beaucoup plus importantes, mais à des coûts, j'ai envie de dire, qui soient abordables par la méthanisation agricole. C'est mon premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la valorisation du CO2. Aujourd'hui, alors c'est facile à dire, la question est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à y répondre. Voilà, force est de constater aujourd'hui sur le parc des 46 installations de méthanisation agricole qui fonctionnent en Hauts-de-France, aucune ne valorise le CO2. Et ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est juste qu'aujourd'hui, dans le principe, on n'a pas prévu aujourd'hui de travailler le CO2. Quand on produit du biogaz, mais je laisserai les spécialistes bien sûr en parler, mais on a en cogénération, on a 40% de CO2. Donc voilà, comment demain on valorise le CO2 ? J'espère qu'on va parler de méthanation, de choses comme ça, mais voilà. Un autre sujet, là, cette fois-ci, très en amont, c'est le déconditionnement des matières. J'ai entendu ce matin beaucoup de questions de collectivités sur le biodéchet, les déchets de cantine, les déchets, etc. Oui, certes, c'est probablement un gisement d'avenir pour la méthanisation agricole, mais au quotidien, pour suivre des projets au quotidien, la première question qui se pose à un porteur de projet, c'est comment on déconditionne.
C'est parce qu'avoir du déchet, tout le déchet n'est pas en vrac. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas encore vu franchement des solutions. Alors si, soit on écrase tout, soit on trouve beaucoup de main d'œuvre pour ouvrir des sacs à la main. C'est à peu près les deux systèmes extrêmes que j'ai vus aujourd'hui. Et puis un dernier, alors là je deviens hyper précis, mais c'est parce que franchement, c'est vraiment notre galère un peu du quotidien. Pourquoi, messieurs, on n'a pas été aujourd'hui capable d'inventer un piège à cailloux digne de ce nom pour les matières en entrée? Alors c'est une question bête que je pose, mais quand vous... Alors, je provoque un peu parce qu'il y a Claude qui est là, et donc c'est pour ça que je profite. Mais aujourd'hui, quand on traite des matières, que ce soit des matières agroalimentaires, des matières agricoles, on ramène également des inertes, des cailloux, des pierres, etc. C'est un fléau sur une installation de méthanisation et on a beaucoup de mal avec ça. Alors, c'est des sujets tout simples. On se dit qu'il ne faut pas des millions d'euros pour trouver une solution. Mais je suis toujours à la recherche d'une solution digne de ce nom. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Je vais prolonger donc le tour de table en me tournant vers le spécialiste de la biologie et donc de la préparation des intrants et donc passer la parole à Maurice Nonus qui va se présenter. Merci beaucoup Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Maurice Nonus. Moi, je travaille à l'Université de Compiègne comme ingénieur de recherche. J'ai un parcours de microbiologiste industriel, mais aussi j'ai été détaché à plusieurs reprises dans l'industrie. Donc, j'ai un aspect très pragmatique des choses par rapport au process industriel. D'accord ? Donc, pour moi, les problèmes, je dirais, du CO2, par exemple, c'est que vous avez des mini-productions par rapport à d'autres unités, quoi, Donc les grosses unités de traitement de CO2 aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'industrie essentiellement de la production d'alcool. Vous avez une unité à Paumacle et vous en avez une à Lillebonne pour récupérer le CO2 qui provient de la production d'alcool. Quand vous faites du CO2 dans votre digesteur, finalement ça n'intéresse pas grand monde parce que ça va coûter très cher pour le purifier. Par contre, si on cherche innovation biologique, l'intéressant serait de pouvoir faire plus de méthane avec ce CO2 dans le méthaniseur. Et ça, c'est privilégier des voies de micro-organismes spécialisés qui font déjà ça, mais qui pour l'instant ne sont pas optimisés parce que les conditions ne sont pas celles qui leur conviennent pour fabriquer ce méthane à partir du CO2. Alors les unités de méthanation, je pense que oui, c'est possible peut-être si on arrive à, entre guillemets, démocratiser ce type d'installation parce que méthanation, qui dit méthanation, va dire catalyse, qui dit catalyse, purification du gaz avant, et ça, c'est pas tout à fait envisageable à bas prix. Ça va vraiment poser. Après, on peut faire de la valorisation biologique, c'est faire pousser des algues, etc. Il faudra démontrer la faisabilité au cours du temps, tant qu'on n'a pas fait les essais, et je dirais mesurer l'impact, on ne peut pas le faire aussi facilement. Quant au piège à cailloux, pour parler de piège à cailloux, je pense que ce qui existe dans d'autres pays, en fait, c'est la dilution et la gravité. Faire tomber au fond avant de mettre quelque part. On n'a pas encore trouvé d'autre chose pour l'instant, quoi. Mais ça, oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est quand même le plus efficace, quoi, pour l'instant, par rapport à tout ça, quoi. Alors, quant à l'innovation, moi, je ne crois pas trop à l'innovation biologique en méthanisation. Il y a 4 milliards d'années que les micro-organismes sont présents sur la planète. Quand on cherche de la biologie ailleurs, on regarde toujours s'il y a du méthane. Ils vivent là. Ils sont capables de faire ça très bien dans la nature. On a commencé à les domestiquer, donc ça veut dire qu'on commence à maîtriser la méthanisation sur un temps relativement court, puisque des milliards d'années, 60 jours, etc. D'accord ? Donc on est capable de faire ça. Est-ce qu'on peut aller plus vite ? Oui, sûrement. Mais il faut prendre le temps d'acclimater. Avec les micro-organismes, on peut tout faire à une condition de prendre le temps. La question qu'il faut se poser, est-ce que j'ai les bons micro-organismes dans mon méthaniseur ? Et est-ce que je mets la bonne ration alimentaire ? Et, comme tout organisme normalement constitué, est-ce que je ne suis pas en train de trop le stresser pour lui faire produire ce que je souhaite ? Et donc, à un moment donné, ça décroche et on a des accidents. Et là, il faut vider des cuves de 10 000 m3 qu'on doit passer dans les steppes. Ça coûte une fortune. Donc ça, c'est pas souhaitable. Donc, ma recommandation, que je dis toujours aux gens, c'est mettez la bonne ration, essayez d'être le plus constant possible
et accélérer de plus en plus votre système jusqu'à sa limite. Mais il faut prendre le temps. On n'accélère pas tous les jours, on accélère tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Chaque fois que vous gagnez une journée sur 60 jours, c'est 3% de plus de méthane. Donc c'est pas mal quand même. D'accord ? Donc il n'y a pas tant que ça de procédés industriels où on peut gagner autant de productivité. Le plus difficile en industrie, c'est de faire toujours la même chose, avec des matières premières différentes. Ça, c'est la force de l'agroalimentaire. Les Français sont très bons, sont capables de faire quasiment toujours les mêmes produits en ayant des matières premières qui varient. Moi, je suis très confiant dans la capacité d'innovation des agriculteurs parce que ce sont des gens qui cherchent la performance régulièrement. Et l'agriculteur va savoir trouver, je dirais, la ration qui va lui permettre d'obtenir plus de méthane par échec et par essai-échec, en fait réussite et échec, il saura analyser. Il faut simplement l'aider avec les outils pour qu'il soit, qu'il puisse facilement contrôler son système et qu'il puisse lui-même voir quand il fait bien ou quand il fait moins bien. Après, si vous multipliez les analyses, vous multipliez les contrôles, etc., ça vous coûte très cher, tout ça. Et donc, il faut bien voir que la productivité, elle se gagne, mais elle est limite. Et donc, il faut qu'à chaque fois qu'on fait de la productivité, on gagne quelque chose et que ça nous coûte moins cher. Voilà. Ce que je repasse à Thierry. Merci beaucoup pour cet angle de vue sur la biologie. Je me tourne à présent vers Claude Pruvot, qui se présentera également, mais qui est connu, pour lui demander, quand il est en contact avec les porteurs de projets, quelles sont leurs attentes au niveau sur ces sujets de conception d'unités de méthanisation. Bonjour à tous, je suis Claude Pruvot, directeur du service énergie de la société ES-Dana. Nous, on construit des unités de méthanisation plutôt par voie liquide. Aujourd'hui, on a à peu près 73 références en France, tout type de production. Le sujet, c'était plutôt l'innovation. Donc, pourquoi innover ? Aujourd'hui, c'est comme à l'école. Vous pouvez être au fond de la classe à côté du radiateur, ou vous pouvez être devant et essayer de trouver le maximum de performance. Donc on est quand même sur une filière jeune, encore fragile, fragile au niveau biologique, fragile au niveau technique, même si on identifie beaucoup de pistes encore à améliorer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc pour répondre à Arnaud assez rapidement sur les pièges à cailloux, je vais me faire plaisir, mais t'as qu'à choisir le bon constructeur, parce que chez nous, les pièges à cailloux sont prévus de série. Donc, mais c'est quand même des sujets qui sont quand même très sensibles, parce qu'ils impactent assez violemment dans la maintenance, aussi bien dans le temps qu'en termes de finances, et ça va impacter votre performance. Donc aujourd'hui, le prix de l'investissement est une chose, mais les OPEX en termes de maintenance, de performance, en est une autre. Ils sont aussi importants que l'investissement. Donc pour revenir à l'innovation, pourquoi innover ? Aujourd'hui, on a la chance d'être en France. Donc c'est une réglementation quand même très 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 compliquée, qui ne cesse de changer tous les 6 mois. Donc pourquoi innover ? Aujourd'hui, on a quand même un gouvernement qui nous fixe un peu un cahier des charges avec des prochains objectifs, c'est-à-dire qu'il vous fixe un prix de biométhane qui est difficilement accessible en l'état aujourd'hui. Donc, hormis d'avoir des unités assez importantes, mais qui dit unité importante, dit logistique importante, dit surface d'épandage importante dans le cas où on a l'épandage. Ne reflète pas forcément une performance qui est en adéquation avec la demande du terrain. Donc on a des prix de biométhane à attendre pour arriver sur ces soucis. On est en pleine transition énergétique, on a des besoins de stockage d'électricité excédentaires, et aujourd'hui on voudrait éviter d'avoir recours à des batteries polluantes. On souhaite remplacer le gaz naturel fossile par du gaz synthétique, donc ça ait moins d'émissions de CO2, donc moins dans l'atmosphère. Et aussi, on veut se garantir une indépendance énergétique. Donc pour l'instant, on est sur du biogaz de ce qu'on appelle du 1G, la première génération.
Donc aujourd'hui, on s'intéresse aussi au biogaz ou au gaz synthétique de deuxième génération. Donc c'est pour ça qu'il y a des suites logiques, je dirais, par exemple, comme la méthanation qui se présente comme des solutions quand même assez efficaces, parce que si on veut tendre vers ces prix imposés par le gouvernement, le couple méthanisation plus méthanation, on voit bien qu'après analyse, on n'est plus très loin. Donc on peut toujours prendre la solution de dire on va baisser le coût d'investissement des installations. Vous essayerez d'acheter du béton 30% moins cher, de l'acier 30% moins cher ou de l'inox 30% moins cher, mais je vous souhaite bonne chance. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vraie vie, et je pense pas que c'est le bon scénario. Donc aujourd'hui, dans les installations de méthanisation, finalement on valorise 55% du gaz produit. Donc pourquoi pas s'intéresser à l'autre partie aujourd'hui qui n'est pas valorisée, donc notamment le CO2, donc sous X solutions. Hein. Aujourd'hui, il y a des solutions de méthanation où on va passer par des phénomènes d'hydrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène. Donc ça, c'est un premier choix de carburant, parce qu'on voit bien que les politiques de mobilité se développent quand même très très rapidement, aussi bien en région que chez Outre-Frontières, et l'hydrogène arrive quand même sur une solution de forte puissance et de grande autonomie. Nous, on a une deuxième alternative, c'est-à-dire qu'on peut faire hydrogène plus CH4, c'est-à-dire que l'exploitant ou l'agriculteur pourra choisir dans quel réseau il va revendre sa molécule, à quel prix, ou s'orienter vers une bourse de l'énergie. On vendrait peut-être de l'hydrogène de minuit à 12 heures, et de 12 heures à 24 heures, vous ferez du CH4. Donc c'est un peu notre vision. Aujourd'hui, c'est comme tout, il faut du temps, il faut développer, il faut des euros, mais bon, on a quand même un objectif ambitieux, c'est normalement on va tourner pour fin juin. Donc tout ça, ça a d'autres performances aussi. Ça permet d'augmenter la quantité de gaz produit sur une même installation avec la même quantité d'intrants. Ça permet d'avoir des alternatives au stockage d'électricité excédentaire. Donc aujourd'hui, on produit, mais on produit 100% et on ne s'occupe pas de la consommation. D'autres pays où ils ont une politique, je dirais, de production et consommation qui sont en lien. Ce n'est pas encore le choix de la France. Aujourd'hui, on produit plein pot et on consomme ce qu'on peut. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi s'orienter vers une politique de production qui correspond à la consommation. Donc, c'est-à-dire qu'on ne produira peut-être pas 24 heures sur 24, mais on produira en temps voulu. Par contre, ça nécessite aussi des équipements techniques, réglementaires, quelquefois un peu adaptés. Les Hauts-de-France, on a de la chance. On a des éoliennes, on a du biogaz. Demain, je pense qu'on va vouloir du GNV. Et c'est une ambition qu'il faut arriver à atteindre. D'autres prérogatives aussi arrivent dans le monde agricole, c'est-à-dire qu'on commence à parler de bas carbone. Donc je pense que dans les prochains mois, c'est des termes que vous allez entendre de plus en plus. On entend même des crypto-monnaies, des clean coins, c'est-à-dire que vous allez avoir un équilibre CO2 entre vos productions agricoles, votre production énergétique, vos émissions en carburant, en phytosanitaire. Donc c'est toutes des choses qui sont en train de se roder, de se mettre en place, et qu'il faut bien avoir à l'œil. Merci beaucoup, Claude. Interrogeons maintenant la maîtrise d'œuvre, en passant le micro à Nicolas Motte, en lui demandant de se présenter aussi, hein, et sur ce premier volet, de nous préciser quelles sont les attentes, pourquoi un porteur de projet, dès la conception, est intéressé par l'innovation. Merci Thierry, bonjour à tous. Donc moi Nicolas Motte, cofondateur d'Energy-Coop Développement, une entreprise jeune de 18 mois que j'ai créée avec Antoine Debuc, donc spécialisée dans la gestion de projet, suivi de chantier et communication. Demain le GNV, on y reviendra juste après.
Donc en fait, alors pour parler maîtrise d'œuvre, on est arrivé un peu là par hasard et grâce en travaillant conjointement, en étant tiré par les équipes d'AES Dana. Donc Claude ici présent, on travaille beaucoup sur la région on travaille qu'avec AES Dana sur la région de France. Donc en fait, on est arrivé à différents constats. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le monde agricole et le monde industriel des constructeurs et de tous les acteurs en fait, d'un projet de méthanisation, c'est deux mondes différents qui se rencontrent. Et en fait, un projet de méthanisation est quand même un projet qui se gère peut-être de manière industrielle, qui est beaucoup plus conséquent, qui demande beaucoup plus de garanties et surtout sur certaines phases. Donc en fait, l'assistance à maîtrise d'ouvrage arrive à ses limites en matière de responsabilité au niveau des assurances. Donc on était arrivé à ce constat-là conjointement sur les réflexions de nos projets qu'on avait avec AES Dana. Premièrement, donc il nous fallait passer maître d'œuvre. On a eu la chance au sein de l'accélérateur Troisième Révolution industrielle donc de rencontrer en fait l'entreprise IDETEC qui était également un accéléré, donc Guillaume Dossy. Et de ce fait, après 1 an et demi d'échanges et grâce aux différentes opportunités qu'on a eues de travailler ensemble au sein de l'accélérateur REF3, Guillaume a rejoint notre structure en tant qu'associé depuis 3 mois et donc nous avons proposé une offre de maîtrise d'ouvrage donc sur les projets de méthanisation à la carte, surtout axée sur la partie VRD. Parce qu'on a remarqué que ça ne servait à rien, on n'a pas la prétention d'apprendre le métier donc à des AES Dana, à des GR Énergie, à des PR Bio au niveau de l'épurateur, à des Biodynamics au niveau des cuves. Mais le démarrage d'un projet permet vraiment un bon démarrage. C'est quand même une garantie derrière que le projet va se passer dans les règles de l'art et va se passer au mieux parce qu'il y a eu une bonne préparation du terrain en amont. Il y a également des questions de prix, des questions de coût, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous posez la question à Claude sur le process, il va tout vous étayer au niveau de son devis. À Benoît, au niveau de PR Bio, il va tout vous étayer au niveau de l'épurateur. Pareil pour Biodynamics, pour Thomas Vandamme, mais il vous manque en fait la partie VRD. Et la partie VRD, en fait, c'est ce qu'on s'est dit, assurer, garantir le prix pour pas que ça s'envole. Et donc c'est ce que nous faisons en fait en matière de maîtrise d'œuvre. Et ça nous permet également d'être le positionnement entre les deux mondes, le monde industriel et le monde agricole, pour coordonner le tout et faire en sorte en fait que l'agriculteur se penche plus sur la gestion d'exploitation d'un projet de méthanisation et comment fonctionne son process qu'aller apprendre à dimensionner un chantier de VRD. Mais ça permet de garantir les banques, ça permet de garantir les assurances. Voilà, donc nous c'est l'un des axes. Et le second axe, toujours conjointement avec les entreprises régionales, c'est de développer en fait, et donc on la lance en 2020, début d'année 2020, notre solution en fait de station GNV, Gasolink, le gaz crédulien. Donc en fait, qui est une solution de station GNV avec le financement inclus et qui est rentable des 6 poids lourds. Parce que maintenant qu'on a du biogaz, maintenant qu'on a du biométhane dans le réseau, il faut le valoriser convenablement. Et aujourd'hui, quand on attend les lois de finances, la fin de l'exonération de la TICGN, qui fait que les industriels ne vont plus se tourner sur une consommation des garanties d'origine parce qu'ils vont perdre de l'argent et faire du greenwashing, ça peut coûter cher. Donc ils vont vouloir limiter justement l'impact de la facture. Nous, on a une solution à proposer conjointement avec les entreprises régionales, c'est le développement de stations GNV, tout en assurant en fait une consommation locale de ces garanties d'origine. On ne va pas jouer sur le côté virtuel à dire que je vais poser une station à Marseille sur un projet qui est basé à Valuon et je vais mettre les garanties d'origine. On pourrait le faire, ce n'est pas notre but. Le but, c'est vraiment de continuer cette relation de partenariat et d'esprit collectif que l'on a d'une part avec nos partenaires et d'une part avec les clients qu'on considère avant tout comme des partenaires. Et c'est avant tout la force que l'on essaye de promouvoir au sein de notre offre de maîtrise d'œuvre. Et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup Nicolas. Donc une très grande chance en Hauts-de-France d'avoir des acteurs dynamiques. Aussi la très grande chance en Hauts-de-France d'avoir une organisation institutionnelle efficace. Et j'aimerais bien donner la parole à Didier Copin pour nous la présenter. Très bien, bonjour à tous. Alors effectivement,
Déjà, c'est important de rappeler que toute la dynamique que l'on voit aujourd'hui sur l'espace métamorphose s'inscrit dans la troisième révolution industrielle, REV 3, que l'on a initié donc, dès le départ, dès 2013, par le Conseil régional, la CCI de région, pour justement booster le développement, notamment de la transition énergétique en Hauts-de-France. Alors, le biométhane s'inscrit dans 3 piliers majeurs donc, de REV 3. Bien sûr, les énergies renouvelables. Le biométhane fait vraiment partie du mix énergétique régional. Il s'inscrit également dans l'économie circulaire, parce que le modèle que l'on a choisi en Hauts-de-France, c'est celui de valoriser avant tout les déchets. Donc, pour effectivement s'inscrire dans une dynamique d'économie circulaire. Et également, le biométhane s'inscrit dans la feuille de route régionale sur la bioéconomie. Donc, c'est l'un des 4 axes de cette feuille de route. Voilà, donc, alors, on s'est dit dès le départ, dès 2013, mais comment booster finalement la filière biométhane en Hauts-de-France par l'accompagnement des projets, révéler de plus en plus de projets portés par des entreprises, des agriculteurs, des collectivités. Également, soutenir l'innovation. Également, donc, finalement, faire du lien avec les entreprises qui peuvent être au fort de solutions. Et donc, on a créé le collectif régional biométhane injecté qui s'appelle le Corbi, donc, qui réunit l'ensemble des acteurs qui contribuent au développement de cette filière. Alors, dans ce Corbi, on propose différents groupes de travail qui sont ouverts d'ailleurs sur tous les sujets couvrant au biométhane. La problématique des intrants, des digestats, la problématique du financement, les questions d'acceptabilité, les questions donc, également de réglementation. Donc, et on a aussi cette dimension recherche, développement, innovation qui émerge fortement aujourd'hui. Alors ce collectif en lui-même, c'est un milieu innovateur finalement, puisque les interactions entre les membres permettent de générer des projets innovants. Mais on a aussi, donc, de manière complémentaire, créé Métania, donc Jean Gravelier en parlera juste après. C'est le lien avec les offreurs de solutions. AES Dana en fait partie, voilà, donc on a aujourd'hui 10 entreprises pilotes sur la filière biométhanisation en France, qui chacune innove dans son champ d'activité. On a également donc, en développement un technocentre, Eurameta donc, qui est basé à Arras, donc, qui va nous permettre véritablement d'engager avec les entreprises donc des projets d'innovation, mais aussi traiter toute la question importante de la formation finalement. Également, on a avec nous dans la région IAR, le pôle IAR, donc de longue date, connu de longue date, qui véritablement œuvre à fond sur l'innovation. Et je crois que tu vas en parler tout à l'heure, mais propose aujourd'hui un catalogue des offres innovantes en Hauts-de-France. Voilà, on a vraiment un écosystème centré sur le biométhane qui réunit finalement d'un côté tous les usagers, tous les utilisateurs, donc les collectivités qui cherchent. On a avec nous la métropole européenne de Lille, qui est membre du Corbi. Amiens Métropole nous a rejoint récemment également. Donc les collectivités territoriales qui sont porteurs de projets, des entreprises industrielles, notamment dans l'agroalimentaire. On a également bien sûr le milieu agricole avec la Chambre d'agriculture. Tous ces utilisateurs, finalement, enfin ces exploitants d'unités, recherchent des solutions adaptées. Il faut absolument innover, il y a plein de sujets. Tu l'as évoqué donc, tout à l'heure, Arnaud, par exemple, la valorisation du CO2. C'est un sujet qui est en train de fortement travailler sur la région, on en reparlera bientôt. Notamment le 16 juin prochain à Dunkerque. Notez dans vos agendas le 16 juin prochain à Dunkerque. Une grande manifestation sur la valorisation du CO2. Voilà, simplement pour terminer, je vous invite aussi, si vous êtes intéressé, à rejoindre cette dynamique. Venez nous rencontrer, on est disponible pendant toute la journée ici pour que chacun d'entre vous, qui est peut-être porteur de projet, peut-être force d'innovation, puisse rejoindre ce collectif et contribuer avec nous à faire de cette région Hauts-de-France la première région européenne du biométhane injecté. Métania. Bonjour, je suis Jean Gravelier, directeur du Pôle Énergie, qui est une structure d'animation des filières énergie dans les Hauts-de-France. On est basé à Dunkerque et on rayonne sur l'ensemble des Hauts-de-France. Et on anime effectivement avec la Chambre de commerce ce cluster Métania, dont vous avez le logo ici, qui regroupe des entrepreneurs qui ont des solutions, qui conçoivent des équipements pour faire des unités de méthanisation et qui sont basés dans les Hauts-de-France. Alors ce cluster
vous avez un annuaire qui a été constitué, que voici. Vous le trouverez sur le stand qui est à côté, voilà, au village des industries, c'est ça? Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et s'il n'y en a plus, il y a des petits flyers. Vous mettez votre nom, votre email surtout, et on vous enverra la version électronique. Et comme c'est un annuaire qui va grossir, qui va évoluer, eh bien, vous recevrez du coup les versions mises à jour. Alors, quel est le but de Métania? C'est d'abord de montrer qu'il y a une offre de services pour des unités de méthanisation dans les Hauts-de-France. C'est un désir que Philippe Vasseur, qui est ici, a porté, et puis avec bien sûr tous les membres du Corbi, de faire de la région des Hauts-de-France la première région européenne pour le biogaz injecté d'ici 2000, je ne sais plus combien, 2030, 2020, on y sera. Bon. Et l'idée, c'était qu'il y ait aussi l'offre de services et les équipements adaptés à cette ambition. Alors, l'idée, c'était de construire une filière d'excellence dans un domaine qui n'est pas facile. Pourquoi? Parce que des unités de méthanisation, c'est capitalistique. Et comme on part sur des métiers nouveaux, on part avec des PME. Et on voit qu'on a des PME qui ne sont pas toutes capables d'intégrer toute unité de méthanisation parce que c'est trop lourd à porter pour chacune d'entre elles. Donc il y a un problème de croissance et il y a un besoin de se structurer pour arriver à avoir une offre commune. En revanche, un fort avantage d'avoir une offre locale, c'est d'avoir une offre adaptée et d'avoir des gens qui peuvent se déplacer pour comprendre vos besoins, parce qu'on sait bien qu'une unité de méthanisation, pour reprendre une image qui a été donnée tout à l'heure, c'est comme la cuisine française. Il faut arriver à faire un produit industriel tip-top avec des intrants différents qui varient d'une exploitation ou d'une unité à l'autre. Donc il y a beaucoup d'adaptabilité et donc il y a besoin d'une expertise locale pour arriver à penser correctement l'unité de méthanisation in situ. Donc avoir une offre locale me semble être quelque chose d'intéressant. À partir de là, il y a aussi un autre intérêt d'avoir cette offre ici dans les Hauts-de-France, c'est que justement, on l'a évoqué tout à l'heure dans le cadre de la PPE, on comprend qu'il faut baisser les coûts. Alors effectivement, on a dit qu'on pourrait peut-être pas baisser tous les coûts, mais en tout cas, Métania est appelé à participer à cet effort, à trouver les moyens de baisser les coûts de production. Et donc cette structuration des entreprises à travers ce cluster nous permet d'examiner les questions, comment on peut faire pour réduire les coûts, comment aussi on peut aborder des projets de R&D, comment aussi on peut aborder les questions de formation, bref, toutes les questions qui se posent à tous les intervenants de la filière, à tous les équipementiers, et voir comment on peut répondre au mieux aux besoins des porteurs de projets. Voilà, alors cet annuaire, il va être distribué à l'ensemble des prescripteurs. Donc les prescripteurs, c'est la Chambre d'agriculture. Tiens, je te le donne, voilà, ça tu l'auras. C'est aussi la Chambre de commerce, c'est aussi GRDF, GRT Gaz, pour faire en sorte que, on disait, alors je crois que c'est en Allemagne, on dit unité de méthanisation, c'est 7 emplois à la clé. Je ne sais plus quels sont les chiffres de l'ADEME ici en France, je les ai plus en tête. Mais ce qui est important aussi, c'est que la méthanisation que l'on développe dans les Hauts-de-France profite à l'emploi local et au tissu industriel local, et c'est un des enjeux de ce cluster Métania. Merci Jean. Et donc, en amont de la création de ces liens, de la mise en relation, et puis de proposer la meilleure offre aux porteurs de projets, je vais me tourner vers le pôle IR pour savoir sur le volet innovation comment le pôle fait pour faire ces liens entre le monde académique et le monde industriel pour aller chercher les solutions. Bonjour à tous, donc Jacques Van Oput, je suis directeur scientifique responsable innovation bioéconomie au sein du pôle industrie agro-ressources, qui a été créé il y a à peu près maintenant 15 ans. Et j'allais dire, les premiers projets qu'on a pu avoir, c'était des projets en région, puisque c'était d'accompagner une société qui s'appelait Fertigaz et un projet qui était d'à peu près de 15 000 tonnes à Passel. Et j'allais dire, à l'époque, on disait innover, il y a eu d'ailleurs un grand événement ici. Non, innover, il n'y avait pas besoin puisqu'il suffisait de copier le système allemand. Et donc, quand même, avec un certain nombre de personnes qui sont ici, et je pense notamment à Maurice Nonus et puis également Fabrice Marcovecchio,
derrière de l'Uni-les-Salles. Effectivement, il y a eu un premier projet qui s'appelait Codimet sur l'optimisation effectivement de la méta. Et puis on a enchaîné sur un certain nombre de projets, pas assez nombreux. Donc il y a eu des projets effectivement sur la conception de nouveaux voies, on va dire, de méthanisation, notamment la méthanisation voie sèche. Aujourd'hui, on est effectivement sur la méthanation en voie biologique ou en voie de catalyse, on va dire, standard, voire même la production d'hydrogène. Donc au fur et à mesure, effectivement, le pôle a accompagné dans le montage à travers sa commission, dont on a le président ici et le vice-président, lieu de rencontre et d'échange sur les grandes problématiques effectivement et les verrous scientifiques et techniques qu'il faut développer pour rentabiliser la méthanisation et la production de biométhane, avec les enjeux bien sûr d'avoir 10% de gaz renouvelable. On parlait en termes d'emploi bien sûr des 43 000 emplois à peu près que peut représenter aujourd'hui potentiellement cette filière, avec un grand nombre d'externalités positives. Mais en tout cas, voilà, donc on a poussé un certain nombre de projets. Il y a un certain nombre de projets malheureusement qui n'ont pas vu le jour. Je pense notamment, moi j'ai eu des projets sur les capteurs, etc. On s'est dit mais quel capteur utiliser à cause de masse critique. Et c'est un peu ce qu'on pousse aujourd'hui. Vous avez dû tous recevoir un petit point d'information puisqu'on a lancé hier dans le cadre du Conseil national de l'industrie avec un certain nombre d'acteurs, donc Air Liquide, Engie, GRDF, Invivo, Terrega, l'ensemble des pôles de compétitivité sur l'énergie et la Biogaz Vallée et Club Biogaz, un appel à manifestation d'intérêt pour essayer de récolter tout acteur qui aurait éventuellement une solution pour faire diminuer on va dire le coût de production du biogaz, sachant que vous avez dû tous lire une étude de Enea Consulting il y a quelques temps qui montrait un certain nombre de pistes, notamment on évoquait tout ce qui était gestion de la maintenance, tout ce qui était politique d'achat, etc. Tout ça, ça se retrouve aujourd'hui dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt au sein d'une feuille de route qu'on vous a envoyée, donc avec toutes les pistes d'optimisation des logistiques, de mettre en place des labels, de limiter les coûts des intrants, etc. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est effectivement demander à tout porteur de solutions, tout acteur de la filière, de rejoindre quelque part cette structuration et derrière de proposer peut-être de nouveaux projets et surtout de les massifier dans le but de peser quelque part sur les appels à projets futurs de l'ADEME pour effectivement essayer de monter des projets un peu plus structurants. Projets bien sûr qui iront sur un certain nombre de plateformes et on en a cité au moins une sur Arras effectivement parce que dans le domaine de la méthanisation, j'allais dire, on peut travailler en laboratoire comme c'est très bien, mais il faut très rapidement arriver dans des systèmes très concrets. Et effectivement, travailler sur la biologie, c'est sympathique, mais il faut très très rapidement passer à des volumes assez importants et travailler sur des démonstrateurs. Donc en plus de cet AMI, le pôle effectivement et sa commission a essayé effectivement de développer un catalogue des innovations pour améliorer la rentabilité. Donc c'est un catalogue effectivement dans lequel on a essayé de référencer l'ensemble des solutions qui sont sur le marché aujourd'hui en France. Donc des solutions qui vont couvrir toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que derrière, vous allez avoir des solutions pour améliorer, par exemple, la production de biogaz. Donc ça peut être l'utilisation des enzymes, voire même l'utilisation de micro-organismes un peu plus complexes, voire même des technologies un peu nouvelles. Je parlais tout à l'heure d'ultrasons pour augmenter les systèmes de cavitation, etc. Dedans, vous allez également retrouver des solutions pour le pré-traitement de la matière. Bon, ça répond effectivement à les problèmes de cailloux, de cordes, de métaux, d'homogénéisation, d'éviter d'avoir des flottants, des choses comme ça. Donc il y a toutes ces technologies de préparation et puis aussi tout le volet purification, donc essayer d'enlever les coves, les H2S, etc. Et puis de libérer et valoriser le CO2 qui est une des pistes également. Et le digesta, donc toute la valorisation des NP, donc derrière essayer
de récupérer les rations fertilisantes. Et donc ce catalogue est vendu aujourd'hui, mais ça permet aussi de voir quelles pistes, parce qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui ont été déposés, donc pour effectivement, avec des business plans, je pense, comme au début, un peu bancal, il faudra faire très, 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 très attention. Mais en tout cas, donc, parmi les prochains projets, regardez effectivement ces technologies qui sont matures, éprouvées, et à chaque fois, il y a un certain nombre de références. Voilà, donc 2 choses à retenir. 1, il y a un catalogue d'innovation, et 2, il y a un AMI dans lequel effectivement vous êtes tous amenés, tout acteur, à répondre à cet AMI. Alors sachant que la date de dépôt final, puisqu'il a été ouvert le 2 décembre, donc hier, et donc c'est le 31 mars, avec une grosse réunion le 16 janvier qui est prévue sur Paris, un certain nombre de webinaires. Donc si vous pensez que vous avez une solution derrière pour améliorer la rentabilité, n'hésitez pas. L'idée, c'est de grouper un certain nombre de projets. Merci. On a parlé de maîtrise d'œuvre, on a parlé de biologie, on a parlé d'accélérateurs, on aurait pu parler de financement, de réglementation, de constructeurs, bien évidemment. Voilà, j'ai envie de dire simplement, sachez bien vous entourer. Personne n'a la connaissance ni la science infuse sur la globalité d'un projet de méthanisation. Et puis, second point, j'ai envie de dire, c'est aussi, n'hésitez pas, n'ayez jamais d'œillères sur un projet de méthanisation. C'est pas parce que le voisin fait comme ça qu'il faut faire la même chose. Peut-être que sur votre projet, il y avait quelque chose de différent qui peut être pertinent. Donc, allez toujours un peu au-delà de ce qu'a fait votre voisin. Ça serait ça mes 2 conseils. La biologie. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est d'apporter la ration la plus constante possible dans le système, et donc de voir si vos installations sont capables d'approvisionner par tout temps, toute saison, les matières premières. J'ai expertisé récemment des dossiers en Rhône-Alpes, et il y a des installations qui s'arrêtent parce que cette année, il n'y a pas de paille à mettre dedans. La paille va pour les élevages. Et donc ça, il faut bien anticiper. Donc ça veut dire réfléchir beaucoup en amont sur le dimensionnement de votre installation, votre capacité à produire. Après, je dirais les micro-organismes, ils fonctionneront. Si vous leur donnez la chance, ils se développeront très bien, ils savent le faire, et très bien faire quand on s'occupe bien d'eux. Donc donner les bonnes conditions, mais ne pas faire de l'expérimentation sauvage, comme je peux voir parfois, où les gens ont un marché spot d'une matière comme ça qui arrive. On fait un bon coup, sauf qu'on n'a pas vu ce qu'il pouvait avoir dedans et qui peut vous planter l'installation. Et là, ça coûte très très cher. Donc voilà les recommandations que j'ai à faire. Après, quand vous démarrez l'installation, plus vous aurez de micro-organismes d'origine différente, mais qui correspondent un peu à vos matières premières, mieux ce sera pour partir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pour clôturer, je rejoins un petit peu Arnaud, surtout c'est bien se faire accompagner. C'est quand même il y a beaucoup de thématiques dans un projet de méthanisation. Ça peut être de l'acceptabilité, ça peut être du dimensionnement, ça peut être de l'accompagnement juridique, ça peut être de l'accompagnement financier, et surtout aujourd'hui il y a quand même un point très important, c'est le point humain. Et on s'aperçoit dans beaucoup de dossiers que le point humain, c'est quand même 50% de la réussite du projet. Et si ce point-là il n'est pas sain, durable, et vraiment dans le fond du sujet dès le départ, pour nous c'est comme le banquier, ça représente un risque, parce que demain une unité qui démarre avec un groupe qui ne s'entend pas bien, je connais le résultat, qui c'est qui va exploiter à très court terme, ça va être nous. Donc ça, je l'ai subi, je ne veux plus le subir. C'est quand même des points, surtout travaillez-les bien, parce que c'est quand même l'humain, c'est le plus. De la technique, vous arriverez toujours à le gérer, vous trouverez toujours une solution, mais de l'humain, quelquefois, ça peut prendre beaucoup de temps. Et en méthanisation, une fois que vous avez démarré, du temps, vous n'en avez pas, parce que vu les impacts financiers que ça représente, vous n'avez pas le choix, il faut y aller. Alors un peu ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseil qu'on peut donner, c'est se concentrer
vraiment sur la biologie, la ration, parce qu'il y a quand même des engagements, c'est ce qui va vous faire vivre votre unité pendant plus de 15 ans, hein, parce qu'on parle de 15 ans, parce qu'il y a le tarif de rachat, mais les unités sont faites pour durer beaucoup plus longtemps. C'est quand même des engagements en termes de ration, de quantité de cives, etc. Et de déléguer un maximum, en vous entourant bien, comme le disait Arnaud, sur les choses que vous n'allez faire qu'une fois dans votre vie. Un montage de projet de site de méthanisation, c'est pas quelque chose que vous devez apprendre à faire, mais vous faire accompagner, savoir déléguer et se concentrer essentiellement sur la biologie, la ration et le process, parce qu'il faut que vous le connaissiez. C'est quand même une bécane que vous allez exploiter pendant plus de 25 ans. Merci beaucoup. Je vous propose d'engager les débats, de prendre les questions en vous demandant de vous présenter. Qui commence ? Une première question, qui tente ? Alors je vais peut-être poser une question pour l'orientation et la performance. La PPE fixe, du moins détermine un objectif à 67 € du mégawattheure. Je voudrais me tourner vers vous et vous poser la question de cet objectif. Comment l'atteindre ? Est-ce qu'on peut l'atteindre demain, après-demain ? Comment tendre vers cette performance à 67 ou 80 € du mégawattheure ? Peu importe, c'est déjà un premier pas à franchir. Qui peut répondre à cette question ? Oui, je veux bien. Honnêtement, je n'ai pas, au moment où je vous parle, la réponse à cette question. Pour moi, avec ma vision chambre d'agriculture, ça reste quand même une grande interrogation, je vais le dire comme ça. Je ne vous cacherai pas que le monde agricole, la profession agricole a été quand même très perturbée par l'annonce de la PPE. Parce qu'effectivement ce gap qui est annoncé de baisse de 30% de la filière m'interroge sur les manières dont on peut y aller. La pente que je vois aujourd'hui, et je reste totalement objectif je pense dans ce propos, c'est que pour moi la filière, le coût de la filière continue d'augmenter. On n'est pas du tout, on n'est même pas sur une pente stabilisée, ni encore moins sur une pente descendante. Moi, si je regarde depuis 15 ans que je travaille sur le sujet de la méthanisation, si je regarde le prix des installations, la première que j'ai faite il y a 15 ans et puis celle d'aujourd'hui, et quand je dis celle d'aujourd'hui, je pourrais dire celle qu'on a fait il y a 2 ans et celle qu'on fait aujourd'hui, les prix continuent d'augmenter. Donc effectivement, ça m'interroge. Après, je pense effectivement que la réponse ne passera pas seulement en disant, ce qui pourrait être une réponse facile, de dire il faut que les constructeurs rognent leur marge et il faut que les équipementiers rognent leur marge et il faut que les matériaux coûtent moins cher. Ça, c'est le monde des bisounours. C'est la réponse facile, mais qui n'est pas aussi simple, déjà parce que tout simplement chacun doit vivre. Donc pour moi, si demain on veut aller vers ce gap très important, déjà la question c'est comment on va y aller. On peut, si demain on baisse du jour au lendemain le tarif d'achat de 30%, je pense qu'il y a beaucoup de projets dont on parle aujourd'hui qui n'iront pas à leur terme, ça c'est clair. Là, pour moi, l'approche, elle est plus comment on dynamise, enfin c'est pas le bon terme, mais comment on dope encore mieux nos installations et surtout comment on est en mesure de valoriser la globalité de ce qu'on appelle des externalités positives. Et pour moi, l'externalité positive, c'est d'abord celle de la méta, c'est-à-dire comment on valorise le CO2, comment on dope les process, et ensuite, c'est comment demain, on prend mieux en compte l'intérêt de la méthanisation, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre, le traitement local de déchets dans un territoire, la valorisation, la production et la valorisation locale de l'énergie. Je pense que la réponse de la PPE ne tient pas que dans la baisse du tarif ou dans le fait de dire il faut des unités standards qui coûtent moins cher. L'unité standard en méthanisation, pour moi, n'existe pas. Voilà, c'est ma vision de porteur de projet au niveau agricole.
Si on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, la volonté de l'Allemagne a été de développer des énergies nouvelles sur une incitation verte, les Grüne, donc qui ont développé ça. Mais c'est une volonté politique qui a fait que les Allemands payent plus cher leur électricité que nous, beaucoup plus cher, et des agriculteurs sont devenus des producteurs de biogaz et des producteurs d'électricité. Parce qu'on a réformé leur politique agricole, c'est-à-dire que les gens qui étaient des agriculteurs avec une centaine de vaches ont arrêté la production laitière et sont devenus des producteurs d'électricité. Et en contrepartie, on a fait des élevages de 5000, 3000, 4000 vaches, ce que nous, on n'accepte pas. Donc on paye aussi ce prix-là. Tout ça, c'est une politique réfléchie. Donc à partir du moment où il y a une volonté politique avec, je dirais, un objectif à terme, on arrivera, mais il faut donner le temps. Vous avez vu avec les problèmes de filière solaire, on arrête les subventions, tout s'arrête. D'accord ? Donc il y a des tarifs de rachat qui sont incitatifs aujourd'hui. Il faut qu'ils perdurent pendant un moment pour que les maturités des process arrivent à fabriquer cette électricité à moins cher, ou ce gaz à moins cher, et donc cette énergie à moins cher. Et tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça sur un coup de baguette, quoi. Et il faut donc être capable d'investir sur le long terme pour pouvoir atteindre des objectifs de ce type. Et ça, je dirais, malgré tout, c'est une volonté politique. Si demain on dit on veut cette productivité, et si vous ne l'avez pas, on coupe, je dirais qu'on mette un peu d'argent de l'EPR dans la filière méthanisation, et ça ira peut-être pas plus mal. Voilà. On te rejoint un petit peu, Maurice, mais aujourd'hui, bon, c'est sûr que ça reste de la volonté politique. Aujourd'hui, il faut comprendre aussi qu'ils achètent quand même du gaz à 17 € ou à 20 €, et nous on le produit à 90, donc il faut peut-être trouver un juste milieu aussi, parce que quand on regarde un peu les conflits sociaux qui se passent ou les mouvements politiques, on n'est pas plus serein que ça. Aujourd'hui, pour avoir la chance d'avoir des partenaires un peu dans d'autres pays, quand vous regardez l'Angleterre, faire de l'énergie renouvelable, que vous fassiez du gaz, de l'électricité ou machin, c'est le même prix. C'est un prix uniforme, ils ont une vision sur 10 ans, donc aujourd'hui ça développe des filières beaucoup plus stables et beaucoup moins, je dirais, one shot, parce que on ne s'improvise pas aux constructeurs de méthaniseurs, on ne s'improvise pas aux poseurs de panneaux et ni de poseurs d'éoliennes. Donc quand on regarde la Belgique, en Belgique je trouve qu'elle a un bon tarif aussi, parce qu'en fait moins vous émettez de CO2, plus votre prix de gaz il monte. Vous inquiétez pas, le porteur de projet il passe un peu plus de temps que nous à bien développer son projet et à bien mesurer toutes ses émissions de CO2, parce que transporter de la matière sur 300 km ou 600 km comme il le faisait auparavant en venant de France pour ramener le digesteur, c'était peut-être pas forcément la bonne solution, mais aujourd'hui ils ont quand même des indicateurs, des filtres qui sont une politique simple, mais en fait c'est efficace et ça pousse tout le monde dans le bon sens, et mine de rien on arrive à faire quand même des choses innovantes, performantes et durables dans le temps, surtout parce qu'il faut quand même amener une pérennité. C'est des projets de longue haleine sur de la matière, sur de l'énergie, sur des valorisations autres que demain, parce que quand vous voulez migrer du diesel sur de l'hydrogène ou du GNC, c'est quand même des cadences aujourd'hui qui vont prendre 5 à 10 ans. Quand vous voyez que le diesel aujourd'hui a plus de 50 ans d'existence, il faut changer les mentalités, il faut changer les parcs, il faut changer les mécaniciens, les garages. Vous ne pouvez pas claquer un claquement de doigts et changer de technique, donc ça va prendre du temps. Il faut quand même comprendre aussi qu'il faut changer les réglementations, il faut adapter les réglementations. Il y a quand même aujourd'hui des essais, des retours d'expérience sur plusieurs années en termes de biologie, en termes de pathogènes, des choses qui ne sont pas forcément bien regardées, mais finalement qui sont quand même bien présentes. Donc c'est toutes des choses qu'il va falloir accompagner, faire mûrir. Donc c'est pas simple, mais ça va prendre un peu de temps. Effectivement, en tout cas, le cap est quand même donné. On sait qu'il n'y aura pas d'augmentation finalement du prix de rachat. Il faut quand même se préparer à une diminution. Et c'est vrai que le chiffre de 30% pour 2030 pourrait paraître effectivement relativement important. On l'a vu que les capex augmentent, donc les coûts d'investissement augmentent pour les unités de méthanisation et de production de biométhane. Et il y a des pistes, j'allais dire, à chaque
à chaque étape, hein, que ce soit sur la production avec la maintenance, que ce soit sur la purif en valorisant le CO2, que ce soit sur le digestat en récupérant mieux les substances fertilisantes ou en introduisant des logiciels d'optimisation et de pilotage finalement du méthaniseur. Il y a des pistes et je pense qu'il faut explorer toutes ces pistes. On l'a dit, chaque cas est unique, hein. Tout le monde ne va pas faire de l'injection en biométhane. Il y a effectivement à regarder à travers j'allais dire une région qui est effectivement des essais de technologies qui sont aujourd'hui maintenant, dont certaines sont éprouvées. Après, il y a des gens qui font des efforts, hein, puisqu'on l'a dit, on n'était pas dans le monde des bisounours, mais quand même, je pense que GRT Gaz, sur le poste d'injection, purification, injection, etc., a quand même rogné pas mal de ses marges pour arriver aujourd'hui à une baisse aussi, et parce qu'ils savent que clairement, l'idée c'est derrière de pouvoir augmenter la capacité d'injection du CH4, sachant que la France a effectivement un réseau très important, c'est une spécificité française et qu'il importe 99,x% de méthane, donc c'est un enjeu important et je pense que la filière, parce qu'il n'y a pas 36 choix, hein, il y a soit c'est de la pyrogazification, soit c'est le power to gas et je pense que la méthanisation elle jouera un rôle important. Donc allons voir toutes ces pistes, il n'y aura pas de grand miracle, il y aura des solutions et d'optimisation à chacun des postes. Pour reprendre aussi sur la question du tarif, Claude le disait au démarrage de sa présentation tout à l'heure, la méthanation, en fait c'est pas forcément la baisse oui ou non, c'est comment compléter en fait le revenu d'un méthaniseur. Et aujourd'hui c'est parce que on est bien sûr dans un état providence. Nous on a eu la chance de pouvoir aller au mois d'août interviewer la filière biogaz et biométhane au Canada et au Québec plus précisément. Et donc qui est lancé en 2020, donc ils vont s'apprêter à faire les 2 premiers projets agricoles en 2020. En fait ils ont libéré le CO2, ils ont libéré le marché du CO2, ils ont mis un tarif à 60 €, équivalent à 60 € le tarif de rachat, et ils ont libéré le marché du CO2 pour avoir des revenus complémentaires, parce que vous pouvez revendre celui que vous ne produisez pas, donc à des industriels qui polluent. Et là, c'est véritablement quand on additionne les 2 chiffres d'affaires et qu'on redivise par le nombre de mégawattheures produits, vous êtes supérieur à celui de la France. Donc, ouvrons le marché du CO2, arrêtons de brider et réfléchir garantie d'origine, ouvrons-le et trouvons des revenus complémentaires au projet de méthanisation et on continuera à également développer des projets. Autre piste qui a très peu été également explorée pour améliorer la rentabilité, c'est cette fois-ci un peu plus en amont. Comme vous gérez un grand nombre de coproduits, on sait très bien qu'on peut extraire un certain nombre de molécules aujourd'hui pour le secteur cosmétique, etc. Que ce n'est pas les sociétés agro-industrielles qui vont investir dans ce domaine-là. Eux, souvent, c'est effectivement d'aller, pas se débarrasser, mais trouver une piste de valorisation de leurs coproduits. Mais sur ce volet-là, véritablement d'extraction, il y a peut-être des choses à faire. Ce n'est pas encore une fois pour tout le monde, mais effectivement, c'est à faire. Et pour revenir également sur comment améliorer la rentabilité, ça suppose d'avoir une masse critique avec 500-600 méthaniseurs aujourd'hui en France, voire maintenant un peu plus avec tout ce qui a été annoncé. Au fur et à mesure, finalement, on va avoir des marchés un peu plus importants, mais ce qu'il faut, c'est que pour tous les constructeurs et autres, on parlait tout à l'heure des producteurs de capteurs, ça suppose de regarder aussi le marché international et se dire, bon voilà, certes la méthanisation c'est 500-600 méthaniseurs, mais si je regarde ça au niveau international et le potentiel, il est temps que j'aille à l'international pour faire des économies d'échelle et faire baisser mes coûts de capteurs. Effectivement, là aussi une piste à regarder pour un certain nombre de constructeurs. Il me vient une question, très bien. Bonjour, Pascal Dutronc, GRT Gaz. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une précision par rapport à la remarque que vous avez faite sur la baisse de nos coûts. Effectivement, notre poste standard est passé de 670 000 € à 380 000 €. Donc c'est une baisse très significative. Ce n'est pas parce qu'on a renié nos marges, parce qu'il laisserait croire qu'on avait des marges extraordinaires. Ce n'est pas du tout ça. C'est dû à 2 choses. La première chose, c'est que maintenant on achète par lot au lieu de faire construire nos postes à l'unité. Donc on a eu un gain sur notre politique achat.
mais surtout, on a retiré l'odorisation du coût du poste supporté par le porteur de projet. C'est-à-dire que l'odorisation est toujours physiquement dans le poste, mais on a décidé en tant que GRT Gaz de le prendre à notre charge, tout comme tout producteur qui a fait rentrer du gaz sur le territoire français, on supporte l'odorisation. Donc c'est plutôt un comptage autre du coût du poste et on fait moins supporter au porteur de projet. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Donc ça reste quand même une innovation et on voit que les champs d'innovation sont sur d'autres sujets. Oui, une question ? Oui, bonjour, Fabien Maïchak, la société Maguin. Je reviens un peu sur le sujet de l'innovation et de la pénétration de l'innovation dans les projets. Ce qu'on voit assez souvent, c'est que voilà, on a affaire des porteurs de projets qui se font une idée de leur projet, on a en vue effectivement ce qui se fait chez le voisin, etc. Et puis après, on commence à leur parler d'un certain nombre d'innovations, plus ou moins entre guillemets. On parle de maîtrise d'œuvre, on peut parler de valorisation du CO2, on peut parler d'hygiénisation, etc. Et puis, quand ils mettent tout ça bout à bout, même si chaque innovation a sa rentabilité et a son intérêt, il y a un moment, il y en a toujours un ou deux dans le groupe, parce qu'ils sont 10, ils sont 14, ils sont 20, qui commencent à dire, au départ on parlait de 100, maintenant on commence à parler de 150, de 200. Alors avec la rentabilité qui suit, mais il y a quand même une difficulté à vaincre cette crainte-là de l'inflation du projet. Et puis finalement, on revient toujours à je vais faire ce qu'a fait le voisin et puis je vais bricoler moi-même en prenant comme a fait le voisin. Et je ne fais pas de maîtrise d'œuvre et puis je ne fais pas d'innovation et je ne fais pas de capture du CO2. Il y a un peu, comment vous voyez un peu cette équation qui est un peu difficile à résoudre entre la nécessité d'innover et la difficulté à faire passer cette innovation dans une filière qui reste malgré tout assez conservatrice. Merci. Moi, je travaille avec des industriels, donc la plupart du temps, c'est que quand on gagne de l'argent, qu'on peut innover, passer beaucoup de temps à faire de l'innovation. Après, dans beaucoup de projets, je demande aux gens de prévoir ce qui pourrait être additionné au système dans le futur. C'est-à-dire que si on parle innovation, ce n'est pas forcément immédiat. Donc comment on fait pour intégrer des équipements, champs électriques pulsés par exemple, etc. Parce que Maguin vend du champ électrique pulsé pour faire de la pub, entre guillemets. Bon, non, mais après, il faut mesurer combien ça apporte. Et c'est toujours payback, en fait. Et donc, il faut pouvoir prendre le temps. Mais on peut faire ça que quand on a stabilisé son système, qu'on est capable d'évaluer réellement ce que ça va apporter. Et je pense que personne n'est contre l'innovation, c'est simplement qu'il faut qu'on le mesure pour savoir combien ça rapporte. Merci beaucoup Maurice. Je suis ravi que le débat soit lancé. Le forum est aussi l'occasion de continuer. Donc je vais remercier l'ensemble des intervenants. Vous remercier tous d'avoir été présents.